5 ont été volés et j'ai fait démonter les autres panneaux de façon à les mettre en sécurité en attendant que tout simplement la fièvre tombe. Il voulait sans doute garder un souvenir un peu particulier. En fin de semaine, la moitié des panneaux de ce lotissement de Charvieux-Chavagneux a disparu. Et pour cause, cette commune du Nord-Isère est la seule en France à avoir donné une rue au nom de l'idole des jeunes, décédée mardi dernier. Mais pour le maire, pas question pour autant d'envoyer les mauvais garçons au pénitencier. Johnny Hallyday était un homme honnête. Et je ne doute pas que les fans de Johnny soient aussi des gens honnêtes. Donc, le coût pour nous est de l'ordre de 80 €. Donc, s'ils veulent avoir la gentillesse de nous adresser un chèque de 80 €, on ne les dénoncera pas. Pour les riverains, aucun risque d'oublier le nom de Johnny Hallyday puisque la mairie prévoit de racheter des nouveaux panneaux sur lesquels sera rajoutée une croix dans sa version forcément plus rock'n'roll. On a coutume, quand quelqu'un n'est plus de ce monde, de mettre une croix pour symboliser ce décès. Eh bien, les prochaines plaques auront d'une part Charvieux-Chavagneux sur la gauche, en haut à gauche, mais elles auront sur la droite la croix de Johnny avec Jésus qui joue de la guitare. Et s'il vous prend l'envie d'avoir un panneau Johnny Hallyday, il vous suffira de contacter la mairie de Charvieux-Chavagneux. La capitale des Alpes démontre une nouvelle fois son statut de leader mondial de la chirurgie assistée par ordinateur. Après 8 années de développement, l'entreprise grenobloise Surgivisio lance son produit éponyme, un système d'assistance chirurgicale qui réunit dans un seul appareil l'imagerie 3D et la navigation en temps réel des instruments. Avant Surgivisio, on avait d'un côté des appareils d'imagerie 3D qui pouvaient aller au bloc opératoire, comme un scanner si vous voulez. On avait de l'autre côté des systèmes de navigation chirurgicale qui peuvent suivre la position d'un instrument. Et il fallait jusqu'ici tirer un fil entre les deux pour les faire fonctionner ensemble. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un système qui est très simple d'utilisation, donc plus rapide et beaucoup plus précis. C'est ça l'avantage principal. Le système Surgivisio s'adresse aujourd'hui à la chirurgie de la colonne vertébrale, mais à terme, il doit évoluer pour toucher tous les domaines impliquant des os. C'est au CHU de Grenoble qu'avait lieu la grande première sur une vertébroplastie, une opération effectuée par le professeur Tonetti et son équipe qui consiste à fixer une fracture au niveau de la première vertèbre au-dessus du bassin en y injectant du ciment. Celui-ci va combler les failles et calmer les douleurs du patient. Avec cette technologie, l'incision n'est plus nécessaire. Un pas de plus vers le tout percutané, la chirurgie sans ouvrir. Donc ça permet de s'adresser aux gens les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont eu des gros traumatismes et qui sont en train de se battre avec une lésion du cerveau, une lésion du poumon, une lésion du foie. Donc rajouter une chirurgie agressive dessus, ça leur fait mal. Et puis les gens plus fragiles aussi, les personnes âgées qui ont souvent des complications de type infection et autres. Donc ça permet de faire des chirurgies assez agressives de manière moins invasive. Et qui dit une chirurgie moins invasive, dit des temps de rémission plus courts. La patiente opérée le mardi matin était debout le mercredi. Comment améliorer les parcours des patients? Comment optimiser les flux au service des urgences? Pour répondre à ces questions, le Centre d'ingénierie santé de l'École des mines de Saint-Étienne a présenté quel sera l'hôpital de demain. Les chercheurs sont partis du savoir-faire dans le monde de l'entreprise qu'ils transfèrent au monde de l'hôpital. Dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on sait déjà bien faire. Donc, le monde de l'entreprise a un certain nombre de flux, avec un flux d'entrée qui sont des flux de matières premières, des flux de sortie qui sont des produits finis. En fait, cette modélisation qu'on appelle du génie industriel, c'est un gros mot pour dire l'organisation des flux, c'est quelque chose qui est extrêmement bien maîtrisé dans le cadre d'une entreprise. On essaie à partir de ce savoir-faire qu'on connaît très bien à l'école des mines, de le transférer au monde de l'hôpital. Les flux d'entrée deviennent ainsi des patients. L'objectif, optimiser toutes les ressources, services médicaux, médecins et patients, pour améliorer la qualité de l'hôpital sans dégrader les conditions de travail. Ici, par exemple, on a modélisé finalement ce qui va se passer dans le CHU de Saint-Étienne. Donc là, on a un service de soins. Et dans ce service de soins, vous avez en fait l'arrivée des différents patients dans le service qui vont être accueillis par un infirmier d'accueil, qui vont attendre leur consultation, qui vont pouvoir voir un médecin et recevoir des examens médicaux, recevoir des traitements, etc.
Ce type de modèle, ça nous permet déjà de faire un diagnostic de ce qui se passe. On peut savoir exactement est-ce que l'hôpital est efficace, est-ce qu'il est économique en termes de monnaie, est-ce qu'on peut améliorer l'organisation générale de l'hôpital. Soumis à des objectifs de rentabilité, les hôpitaux font face à des pressions budgétaires. Dans ce contexte, l'évolution est indispensable. Les principaux défis sont l'organisation et l'humain. Oui, ils sont plus jolis que les rouges. De nouveaux vélos en libre service ont fait leur apparition aujourd'hui à Lyon aux côtés des Véloves. De couleur verte, ils sont installés par l'opérateur GoBiBike qui tenait une conférence de presse pour le lancement ce matin. GoBiBike, c'est un système de vélos en libre service sans station. C'est-à-dire que les vélos sont équipés d'un système GPS qui nous permet de les voir, de les repérer directement sur une application mobile disponible sur iOS et sur Android. Avec cette application, vous allez pouvoir déverrouiller le vélo et partir en balade simplement en scannant un QR code qui est disponible à l'avant ou à l'arrière du vélo. Lorsque vous avez fini votre balade, vous venez verrouiller le vélo, le cadenas numérique qui est en fait situé à l'arrière du vélo. Résultat, on peut laisser son vélo GoBiBike à peu près n'importe où et c'est parfois là le problème. N'importe où, c'est là-dessus qu'on va être très vigilant parce qu'il est important que le service ne nuise pas aux autres utilisateurs de l'espace public, donc à savoir les piétons, les autres usagers du vélo. Donc nous on recommande de les garer sur les parkings vélos et donc nous avons des équipes qui sont formées pour aller à la rencontre des utilisateurs pour leur expliquer comment faire de la pédagogie, mais aussi pour regarer les vélos. Coût de la location, 50 centimes les 30 minutes. C'est quelque chose qui revient cher, puisque ça revient, si vous le prenez une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ça fait 1 euro par jour, c'est-à-dire 20-25 euros par mois, c'est-à-dire 10 fois plus que l'abonnement mensuel de Vélove. Je veux dire, il ne faut pas oublier ça. Ce sont des vélos à une vitesse, enfin voilà, il y a une série de choses, il faut bien que les gens le voient, qu'ils soient bien conscients de ça, et que nous on veut savoir qu'est-ce qu'il en est de la maintenance, qu'est-ce qu'il en est de la durabilité, et puis aussi, on l'oublie trop, qu'est-ce que deviennent les données récupérées. GoBiBike refuse pour l'instant de donner le nombre de vélos mis en service à Lyon, pour commencer en Presqu'île et à la Pardieu. Alors moi c'est la première fois que je viens, j'ai entendu parler du magasin sur France Info. Donc voilà, je suis venue en visite aujourd'hui pour voir un petit peu à quoi ça correspondait et je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est une bonne initiative et je trouve qu'ils ont pas mal de produits. Voilà. Bienvenue à Sauxilange, petit village du Puy-de-Dôme de 1200 habitants, dynamique et riche de nombreux commerces. Et depuis septembre 2017, il compte un nouveau magasin, l'Alternateur, une petite supérette autogérée qui fait beaucoup parler d'elle. Suite à la fermeture du 8 à 8 il y a 2 ans, il fallait trouver une solution pour éloigner la désertification du centre-bourg et le départ des autres commerces. Avec des copines, en sortant d'une AMAP, un jour par hasard, on s'est dit il faut faire quelque chose. Il faut vraiment trouver une solution pour recréer de l'animation en centre-bourg et créer une espèce d'émulation et surtout que le centre-bourg ne meure pas. Et voilà, on est parti d'un collectif de 12 femmes, uniquement des femmes. Et l'aventure est partie. Depuis, on a 70 bénévoles qui œuvrent pour faire tourner ce magasin. Aujourd'hui, c'est les médias nationaux qui viennent relever ce modèle d'autogestion et la ténacité des Sauxilangeois et Sauxilangeoises. 70 personnes œuvrent ensemble bénévolement pour tenir le magasin. Formation, entraide, stages pratiques et théoriques, la boutique tourne et recrute encore. Comme je suis à la retraite, ma collègue qui est aussi à la retraite m'a dit « Allez, tu vas te lancer là-dedans » et voilà, je viens les aider. 70 personnes, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut répéter et réexpliquer toutes ces nouveautés à chaque personne, la manière d'étiqueter, la manière de stocker les légumes, la manière de couper le fromage. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas professionnelle, je ne travaillais pas là-dedans avant, donc il faut le temps de se mettre là-dedans et d'enregistrer, de faire les étiquettes et tout ça. Un modèle de convivialité, d'originalité et d'éthique surtout. On ne veut pas faire de concurrence au commerce déjà en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de viande, c'est pour ça qu'il n'y a pas de charcuterie. Si c'est en vrac et pas bio, c'est pas gravissime. Ce qui est important, c'est que ce soit local. On ne s'interdit pas d'avoir des noix de cajou, qui viennent forcément d'ailleurs, des dattes, mais l'essentiel, c'est que ce soit le plus local possible. Pour que l'Alternateur atteigne son rythme de croisière, 110 personnes sont nécessaires, soit une permanence par mois. L'Alternateur, c'est aussi un espace de réflexion, de création, d'expression et de détente, disponible pour tous les villageois. Une réponse concrète à la théorie de l'individualisme.
Un peu de détente avant l'entraînement. Ces chiots ont tous un point commun. Ils sont destinés à retrouver des personnes égarées. Tu essayes d'avoir une dizaine d'aboiements et puis tu la ramènes. L'exercice est simple. À tour de rôle, chaque sapeur-pompier se cache, hors de la vue du chien. Une fois au contact de la personne qui joue le rôle de placeron, le chiot doit aboyer pour indiquer au maître l'emplacement de la personne qui joue le rôle de cette victime, fictive en tout cas. Avant d'être opérationnel, une formation de 2 à 3 ans est nécessaire aux chiens. Les entraînements ont beau être réguliers, les plus expérimentés tombent parfois dans certains pièges. Par exemple ici, à proximité de ce cours d'eau. Nous avons une rivière qui nous descend en fait l'odeur de la personne qui est recherchée et nous avons un vent présent sur la zone qui est contraire au sens du courant de l'eau. Et donc les chiens sont perturbés parce que les odeurs qui sont volatiles et qui sont amenées par le vent sont emmenées à l'inverse de celles qui sont portées par l'eau. Les entraînements se font par binôme. Les équipes ne changent jamais et pour cause, les sapeurs-pompiers sont propriétaires de leurs chiens. Il y a 6 mois, Maxime Gallet choisissait Nexi, un berger belge malinois. Et cela fait 6 mois qu'ils partagent leur quotidien. Ses points forts, qu'elle est joueuse et qu'elle est motivée. Elle a envie d'aller chercher, donc c'est agréable de travailler avec elle. À la maison, ça se passe bien. C'est pas un chien d'appartement, mais ça se passe bien. C'est assez vif comme chien et ça bouge tout le temps, donc faut prendre le temps de sortir et d'aller se balader avec pour qu'elle ne s'ennuie pas, quoi. Si l'entraînement se fait en binôme, il faut savoir que le chien ne travaille pas pour son maître. On lui apprend depuis tout chiot que toute action de recherche va lui procurer un gain. Et ce gain, c'est du jeu, et c'est une action de jeu avec son objet de récompense qu'on aura choisi par rapport à son caractère. Ce sera une balle ou ce sera un petit boudin de mordant. Et donc le chiot est éduqué de cette façon-là. Une action de recherche qui va amener une découverte d'une personne et qui va derrière lui donner une action de jeu pour laquelle il est totalement motivé et c'est son seul intérêt. Pendant plusieurs mois encore, ces chiots vont apprendre à utiliser leur nez. Ils pourront ensuite parcourir la Haute-Savoie à la recherche de victimes, qu'elles soient sur terre ou en milieu aquatique.